Bonjour chers apprentis, ici Sandrine Petit-Huguenin, coach certifié en développement personnel, thérapeute psycho-énergétique et ma thérapie est dédiée aux personnes hypersensibles et au potentiel. Aujourd'hui je m'attelle à une tâche difficile, celle d'essayer d'expliquer qu'est-ce que l'hypersensibilité, qu'est-ce que haut potentiel. Je fais déjà un historique qui me paraît important parce que si vous êtes haut potentiel ou hypersensible, eh bien vous aimez comprendre. Et du coup, ça nécessite un petit retour en arrière. Comment a-t-on découvert l'hypersensibilité, la haute potentialité? Dans cette thématique, il existe un vocable, un nombre de mots qui définit ça énorme. En France, on dit haut potentiel, surdoué, douance, émotif, hypersensible, surcapacité mentale, surefficience, extralucidité. Il y a énormément de vocabulaire, du coup on s'y perd, on ne sait plus ce que c'est. Donc je vais essayer de définir ce qu'est l'hypersensibilité et la haute potentialité ou la surefficience. Ce mot est pas mal, parce que, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas mal. Parce que surefficience, c'est-à-dire beaucoup de capacité, c'est pas faux. Cependant, pour plus de facilité, moi ici, je vais utiliser le sigle HP. J'aime bien parce que dans HP, il y a hyper et puis il y a au potentiel. Et c'est plus facile. Jeanne Suot-Fachin, je fais un petit aparté, qui est psychologue et qui s'est penchée sur la thématique des enfants surdoués, les appelle les zèbres. Pourquoi les zèbres? Parce que c'est des chevaux qui n'en sont pas, qui ont l'allure d'un cheval, mais qui ont ces zébrures. De plus, chaque zèbre, chaque peinture, chaque zébrure est différente. Donc ça montre à quel point chaque hypersensible, chaque haut potentiel a ses particularités. Comment a-t-on découvert la haute potentialité et la sensibilité? Tout simplement parce que certains psychologues ont observé des enfants qui avaient des capacités intellectuelles, des capacités d'apprentissage plus développées que la moyenne des autres enfants. Ce sont souvent des enfants qui pouvaient passer une classe, deux classes, parce qu'ils avaient un savoir, une façon d'apprendre qui était déjà très développée. Et de cette observation de ces enfants, on a pu remarquer que c'était des enfants qui souvent étaient aussi très sensibles, qui avaient un lien avec les autres différent, souvent mis à l'écart ou une difficulté à se lier, ou alors une très grande facilité à se lier, mais du coup à aussi être harcelé ou critiqué. Du coup, de ces difficultés, on a observé que les personnes, ces enfants qu'on a appelés surdoués, avaient aussi d'autres caractéristiques. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question. Parce qu'on s'est très vite aperçu que ça n'était pas évidemment que chez les enfants, que ça ne datait pas d'hier et qu'il y avait plein d'adultes qui sont au potentiel et surdoués et qui l'ignorent. Ça me paraît important de faire ce point historique pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme c'est parti de l'observation de la douance, beaucoup de personnes ne veulent pas se reconnaître en tant que personne HP parce que elles disent moi j'ai pas le QI d'Einstein, j'ai pas un QI de 130 parce qu'on dit que les personnes surefficientes ont un QI de 115 et au potentiel un QI de 130. Mais vous allez voir et vous allez découvrir dans cette vidéo que je vous invite à regarder jusqu'au bout que la haute potentialité, l'hypersensibilité, c'est bien autre chose. Ça n'est pas qu'un QI. D'accord? Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une structure interne, un fonctionnement qui est spécifique et que je vais vous expliquer. On définit qu'il y aurait à peu près 25% de HP et 75% de normaux pensants. Voilà, je reprends l'appellation de Christelle Petit-Colin. 5 caractéristiques qui font d'une personne hypersensible au potentiel. La première,
l'hypersensorialité. La sensorialité, donc nos 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, sont générés par des capteurs. In fine, ces capteurs nous mettent en contact avec notre environnement. Ces capteurs captent de l'information. Là, je capte l'information de la lumière. Ou j'entends là actuellement le chien du voisin aboyer. Vous ne l'entendez pas dans la vidéo. Heureusement, j'ai mis mon micro. J'ai mis un micro. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir tout recommencer ma vidéo. Que vous entendez bien. Bon, je vérifierai après. J'entends le chien aboyer, c'est de l'information. C'est de l'information qui se passe dans l'invisible. D'accord, les sons du chien ne sont pas matériels, ils ne passent pas, voilà, je ne peux pas les prendre dans mes mains. Je les capte par mes capteurs auditifs. Idem pour le goût, sur la langue, il y a beaucoup de capteurs. Pour le toucher, dans les mains, dans le corps, la peau, le corps entier est un capteur extérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? L'odorat, c'est pareil. Et puis, voilà. Sentez aussi, percevez la notion de l'invisible. Ça, c'est un point hyper important que je développerai aussi. Je peux dire déjà un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que tout ce qu'on capte, c'est pas visible. Et ça n'en est pas moins réel. La personne HP capte avec intensité les mouvements de l'extérieur vers l'intérieur. D'ailleurs, j'avais donné l'extralucidité à la fin, mais je vais l'intégrer ici, parce que finalement c'est une continuité de la sensorialité, parce que l'extralucidité s'apparente à des sens de nouveau invisibles, et idem, une captation de l'information qu'on va appeler quantique, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire une information invisible. Donc des capacités de métasens, c'est-à-dire la clairvoyance ou la clairaudience, je perçois au-delà du sens, ce qui n'est pas audible ou perceptible pour certains autres. C'est par exemple une grande intuition. Des personnes très intuitives, elles vont sentir le marché, comment sortir le bon produit au bon moment, parce qu'elles vont le sentir, etc. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez certainement vécu. Je pense à une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, hop, le lendemain, elle m'appelle. Ça, c'est typique, c'est un genre de télépathie. J'ai capté que la personne pensait à moi. Ça n'est pas expliqué scientifiquement, ça n'est pas vérifié, et pourtant, ça existe. Alors, bonne nouvelle, la science est vraiment en train d'étudier ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui sortent du matérialisme et qui commencent à se poser des questions sur tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. La personne HP, elle va percevoir à la fois une sensorialité à travers les 5 sens qu'on connaît et d'autres sens qu'on connaît un petit peu moins, plus développés. J'en viens de fait à la surefficience mentale, c'est-à-dire à un fourmillement mental et neuronal très riche, très important. D'ailleurs, je fais également une explication par rapport à ça. Lorsque nous sommes enfants, il y a un fourmillement neuronal très très intense, une activité aussi émotionnelle, et au fur et à mesure, en grandissant, il y a un élagage, c'est-à-dire que la personne va moins penser, moins ressentir. D'ailleurs, on le perçoit, les enfants, ils sont très authentiques, ils peuvent passer du rire aux larmes en 1 seconde, ils sont aussi très connectés, les enfants se posent énormément de questions métaphysiques sur le vivant, sur la mort, etc. Et on s'aperçoit qu'en grandissant, on le perd. Eh bien, ces personnes HP ne l'ont pas perdu. Il y a une part qui est restée là. C'est plutôt sympathique, mais parfois ça peut avoir ses inconvénients, on l'expliquera. Une caractéristique concernant l'organisation neuronale qui différencie énormément les normopensants des personnes haut potentiel, c'est que si les normopensants ont une pensée horizontale, c'est-à-dire qui va d'un point A à un point B à un point C, la personne au potentiel a une organisation mentale dite en arborescence. C'est-à-dire qu'une pensée va en générer 2, 3, 4, qui vont en générer 5, 6, 7, 8 exemples. Je veux aller en vacances, va générer
plein de possibilités. Aller à la montagne, aller à la mer, peut-être faire un stage de développement personnel. Et puis le stage de développement personnel va générer d'autres pensées. Par exemple, ah ben, je peux faire un stage de développement personnel à la mer, comme ça je profiterai aussi quelques jours. Oui, mais du coup, j'irai pas voir la montagne et j'avais quand même envie de faire une randonnée. Peut-être que je peux proposer à un ami. Peut-être que je peux profiter aussi de la maison de ma tante qui est au bord de la mer. Voilà, si ça vous parle, il y a de grandes chances que vous ayez une pensée en arborescence. Et donc, la conséquence de ce foisonnement de pensées, et la première, une grande créativité, hein, une capacité aussi à faire du sens là où les autres n'en verraient pas, et dans le côté moins productif, eh bien, c'est une difficulté à faire des choix, parce que le cerveau va fabriquer beaucoup de possibilités. Et puis l'empathie, qui est liée également aux neurones miroirs, est aussi très présente chez la personne HP. Les neurones miroirs, c'est quoi? C'est celles qui nous mettent en lien avec l'autre. C'est-à-dire que je vais l'observer, je vais comprendre, je vais décoder les signes pour pouvoir m'adapter aussi à cette personne. L'empathie, c'est je comprends l'autre. Et la dernière caractéristique, il s'agit donc de la sensibilité. Je rappelle les émotions, la joie, la peur, le plaisir, la colère, le dégoût, la tristesse, qui sont les émotions vraiment de base, eh bien, sont ressentis très fortement également les sentiments, l'amour, la haine, la jalousie, l'empathie, la compassion, etc., sont ressentis de façon très intense. Donc, 5 caractéristiques, grande sensorialité, extralucidité parfois, grande activité mentale, grande empathie et émotion connectée. Ces caractéristiques peuvent être différentes chez chaque personne. Certaines plus développées, d'autres moins développées. Certaines personnes peuvent être très sensibles, très sensorielles, d'autres uniquement intellectuelles. Ont des capacités intellectuelles, d'autres ont des capacités uniquement extralucides, un peu d'émotion et une capacité intellectuelle spécifique. Voilà. Et donc, toutes ces caractéristiques sont plus ou moins développées selon chaque personne. C'est pour ça que je casse un petit peu cette idée de 25-75, 25 HP, 75 normopensants, parce que je pense que ces caractéristiques peuvent être développées chez tout le monde, plus ou moins intensément. Un autre point, c'est que parmi ces 75 personnes, il peut y avoir beaucoup d'hypersensibles ou de hauts potentiels qui s'ignorent. Et qui, de fait, ont créé un faux self, et qui ont mis de côté, clivé une part de leur personnalité. L'autre point, c'est que si on clive autant, la personne HP va se sentir un petit peu comme le vilain petit canard qui était un cygne au milieu des canards et qui ne le savait pas, et qui, lorsqu'il a rencontré sa famille cygne, s'est dit « Ah oui, ok, je sais qui je suis ». Et bien du coup, ça va générer une sorte d'ostracisation, un mal-être encore plus grand chez la personne HP, parce qu'elle va se sentir dans un monde qui n'est pas le sien. Donc je propose une vision un peu différente de ce qui est proposé dans les livres, sur internet, etc., qui est que potentiellement, en chacun de nous, il peut y avoir ces 5 caractéristiques-là, et que c'est fondamental de les reconnaître et de pouvoir les vivre, et les vivre bien, surtout, et d'en faire quelque chose pour soi. Je fais de nouveau un petit aparté par rapport à ça. C'est vrai que je pense que la thérapie par rapport aux hypersensibles, aux personnes au potentiel, il est important de l'adapter. La personne qui est hypersensible, elle va ressentir beaucoup. Donc, elle va mettre beaucoup de couches émotionnelles, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, etc. Et il est important de disséquer et de tout traiter chaque émotion. Elle va aussi avoir besoin de
de comprendre, hein, d'analyser, de disséquer, de savoir ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, il faut prendre le temps de ça. J'ai créé donc une école que j'ai appelée l'école du soi pour les personnes qui ont une de ces 5 caractéristiques-là, pour qu'elles apprennent à mieux se comprendre et à vivre mieux avec elles-mêmes et développer leur potentiel. Très important. Si vous vous reconnaissez dans ces particularités-là, et que du coup vous voulez explorer davantage, eh bien je peux vous accompagner par internet, en présentiel à Genève, pour mieux vous connaître et aussi peut-être guérir de vos blessures. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'autour de vous ça parle pour quelqu'un et qui souffre de mal-être, ça peut être lié à ça. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous, des pouces levés et à vous abonner à ma chaîne. Je vais continuer de développer les vidéos pour mieux vous connaître. Et à bientôt!